Alors, parlons donc de la surveillance du travail servile en faisant le lien avec la notion de contrôle social. Et je voudrais essayer de voir comment s'articule en fait cette surveillance et ce contrôle social et ce que l'on entend tout simplement ou on peut entendre ces deux notions, à travers ces deux notions. Alors il faut partir du constat que la société romaine, du 2e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ, donc la société romaine, là c'est quelque chose d'énorme si vous voulez, cette société correspond à une des rares sociétés de l'histoire du monde que l'on peut dire esclavagiste, vraiment esclavagiste. Il faut faire la distinction entre société esclavagiste et société à esclaves ou avec des esclaves. Ces sociétés avec des esclaves sont très nombreuses dans l'histoire mondiale. Cependant, le cas de Rome, comme ceux de l'Athènes classique et des nouveaux mondes brésiliens, antillais ou anglo-américains sont particuliers. Pourquoi ? Parce que l'esclavage y a occupé une place centrale. L'esclavage a conditionné l'organisation globale de la société, même si la proportion d'esclaves a été assez variable suivant qu'on regarde une société ou l'autre. En tout cas, si l'on essaye de raisonner de manière un peu schématique et en se disant que seraient ces sociétés esclavagistes sans l'esclavage, les choses seraient très différentes. Seraient radicalement différentes. Il y avait des esclaves dans des sociétés médiévales, occidentales et orientales, et le fait de réfléchir à ce qu'auraient été ces sociétés sans l'esclavage aboutit à une réflexion tout à fait différente. Alors, pour autant, je l'ai dit, les sociétés esclavagistes présentent des caractères démographiques différents. En tout cas, la proportion d'esclaves y est assez variable. Dans le cas romain, cette proportion est très difficilement quantifiable. J'y ai fait allusion lors des questions qui ont suivi ma conférence de vendredi. Ce qui est sûr, c'est que moins de la moitié de la population totale à Rome, dans l'Empire romain, était composée d'esclaves, c'est sûr. Dans la péninsule italienne, de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, une fourchette comprise entre un quart et un tiers de la population paraît vraisemblable. Il s'agit d'une proportion maximale atteinte dans le monde romain à la fin des grandes conquêtes et au cœur de l'Empire. Alors, donc, premier constat, la société romaine peut être décrite comme une des rares sociétés esclavagistes de l'histoire du monde. Pour autant, l'économie romaine ne peut guère être qualifiée d'esclavagiste, au même titre que l'économie des plantations des Caraïbes à l'époque moderne, par exemple. Alors, qu'est-ce qui diffère ces deux économies ou ces deux types d'économies ? Dans le cas de Rome, aucun secteur n'était réservé aux esclaves. Et donc des hommes libres travaillaient à leur côté dans des conditions voisines ou presque identiques. Parallèlement, le rapport au travail des esclaves, le rapport aux moyens de production, aurait-on dit à d'autres époques, était très variable. Et de ce point de vue, les esclaves ne formaient pas du tout une classe sociale au sens strict du terme. Pour autant, la raison d'être de l'esclavage était bien l'exploitation économique des esclaves, et donc la raison d'être de l'esclavage, c'est le travail servile. Il faut rappeler d'autres évidences en introduction, en particulier la relation directe entre esclavage d'une part, violence et contrainte d'autre part. La réduction en esclavage résultait très souvent d'une violence, qu'elle soit liée à la guerre et à la captivité, au brigandage ou à la piraterie, à différentes formes de circonstances liées à une capture, si vous voulez.
Et donc, le jour de l'esclavage, c'est un terme que l'on retrouve dans les textes, le jour de l'esclavage était ressenti comme une violence. La traite elle-même, le commerce des esclaves, reposait souvent sur différentes formes de violence, et je montrerai cette stèle funéraire qui provient d'Amphipolis et qui met en scène un marchand d'esclaves. En tout cas, le texte évoque un marchand d'esclaves, et au bas de la stèle est représentée une colonne d'esclaves enchaînés, dont il faut imaginer qu'ils se sont conduits vers un marché aux esclaves. Le travail servile, par ailleurs, était une contrainte. Là encore, j'enfonce une porte ouverte. L'esclave devait travailler, il n'avait bien sûr pas le choix. Il était conçu comme légitime de lui imposer ce travail par la violence physique si nécessaire. C'est ce qui explique que les esclaves aient été soumis à diverses formes de surveillance pour s'assurer qu'ils exécutent bien le travail que l'on attendait d'eux, sans contrevenir aux ordres et aux interdits posés. Alors, que faut-il entendre par surveillance ? La surveillance, au sens strict, c'est une observation attentive et méfiante d'un comportement, voire des agissements d'un individu. Cette surveillance implique que l'on veille au bon déroulement d'une activité, d'une opération, d'un processus. C'est un régime sous lequel des individus sont placés. Et cette surveillance est potentiellement liée à la garde de personnes dont les mouvements sont contrôlés et strictement limités. On pense à des prisonniers ou à des internés, par exemple. Enfin, cette surveillance peut être étroite, discrète, renforcée, relâchée, donc elle est variable. On peut redoubler de surveillance, mais aussi tromper la surveillance de quelqu'un. Alors, je voudrais maintenant me demander comment cette définition s'applique au travail des esclaves romains, dans ce qui fait la diversité de ce travail, mais aussi la relative cohérence de ce travail. Dans un premier temps, je voudrais exposer l'idée que le rapport au travail des esclaves est très divers et qu'en conséquence, les conditions de surveillance le sont aussi, très variables, très diverses. Les conditions de travail des esclaves étaient plus ou moins dures, ce qui signifie que l'autorité des maîtres était plus ou moins pesante, plus ou moins directe. Il y a une hiérarchie de conditions serviles auxquelles sont associées différentes formes de surveillance. Et je vais commencer par évoquer les formes de surveillance les plus dures et montrer que ces formes de surveillance les plus dures ont une dimension qu'on peut qualifier de carcérale. Cette surveillance concernait des esclaves de peine, accomplissant un travail non qualifié, fondé sur l'exploitation de la force physique de l'esclave. Alors, c'était le cas dans l'agriculture, normalement. Et là, il faut évoquer un thème célèbre dans l'historiographie, celui des ergastules. Et à ces ergastules, je vais expliquer de quoi il s'agit, est associée une surveillance violente, le paroxysme, si l'on veut, de la surveillance violente. Alors, voilà comment Columelle, un agronome latin du 1er siècle après Jésus-Christ, définit ce qu'est un ergastule au détour de son traité. Donc, pour les esclaves sans lien, le mieux sera que leur chambre soit exposée au midi équinoxial. Pour les esclaves enchaînés, on leur fera un ergastulum sous terre, aussi sain que possible, recevant la lumière par des fenêtres nombreuses, étroites et construites assez loin du sol pour qu'elles ne puissent être atteintes avec la main. Que retenir de ce texte ? Ce que l'on appelle ergastule ou ergastulum prend la forme de cachots semi-enterrés où dorment les esclaves. Les esclaves qui, durant la journée, sont enchaînés. C'est pourquoi on traduit le plus souvent ergastule par cachot, prison,
même s'il faut mieux garder le terme ergastule à mon avis. Le mot lui-même est bien distinct des termes latins qui désignent les réalités vraiment carcérales. Et je fais allusion au mot carcère qui signifie prison tout simplement. Alors ces ergastules sont caractéristiques de ce que les historiens ont appelé les villas esclavagistes, les grands domaines fonciers que l'on voit fleurir en Italie, notamment en Italie centrale, à l'époque des grandes conquêtes. Le contexte social et économique est celui d'un enrichissement des aristocraties romaines. Ces richesses issues des conquêtes et du butin sont réinvesties dans la terre et aboutissent donc à la multiplication de grands domaines exploités par des esclaves. Les archéologues ont étudié un certain nombre de villas, il en est des célèbres, celle de Stetefinestre, étudiée par Andrea Carandini en particulier. Et donc les archéologues, dans les années 70 et 80 en particulier, ont tenté de trouver des ergastules. Ils en ont identifié parfois un peu plus que de raison, parce que, quoi qu'en dise Columel, il est très difficile de repérer ces pièces, et ce n'est pas parce qu'on trouve une pièce avec une chaîne dedans que c'est un ergastule, ou pour dire les choses de manière un peu caricaturale. En tout cas, l'ergastule, c'est le lieu de vie des esclaves qui, la journée, travaillent chaîne aux pieds. Donc, les esclaves qui dorment dans les ergastules travaillent dans le cadre d'un esclave qu'on peut dire de plantation ou gang system, des équipes d'esclaves affectés à un travail agricole dur. Pour autant, ces conditions carcérales ne se réduisent pas au milieu agricole. C'est pourquoi je voudrais évoquer ici en quelques instants des choses liées à la production de pain et de farine et de pain si on met les choses dans l'ordre. En dehors des villas, en effet, certains espaces de production constituaient des environnements de travail très difficiles. Ces espaces prenaient la forme de lieux fermés avec des dortoirs sur place pour les esclaves. Alors, cette production de farine et de pain est connue par un certain nombre de documents dont certains sont célèbres. Ici, vous avez une photographie d'un tombeau placé devant la Porta Maggiore à Rome. C'est le tombeau célèbre de Rhizakès qui présente à travers ses frises les différentes opérations liées à la production de farine et de pain. Donc le grain arrive, il est transformé en farine grâce à ces meules actionnées par des ânes ou des équidés. Et puis, voilà, la farine est tamisée, vérifiée. La pâte à pain est fabriquée dans ce pétrin. Les pains sont façonnés sur ces grandes tables. Et puis, on procède à la cuisson et à la livraison ici des pains aux autorités publiques pour ce qui concerne ce boulanger. Alors, quelle était la condition juridique des mitrons ? Ils étaient souvent des esclaves et leurs conditions matérielles étaient dures. C'est ce qui ressort d'un texte célèbre, les Métamorphoses d'Apulée. Vous le savez, les Métamorphoses sont un roman cocasse du IIe siècle. Le héros, Lucus, est de manière surnaturelle transformé en âne et puis il va comme ça de propriétaire en propriétaire avant finalement de retrouver forme humaine. Et à un moment du récit, Lucus est acheté par un boulanger. Alors, il va du marché jusqu'à la boulangerie et voilà comment il découvre les conditions de vie des ouvriers qui vont lui faire actionner une meule le lendemain. Dieu bon, quels êtres chétifs, à l'épiderme tout zébré par les marques livides du fouet et dont le dos meurtri de coups était demi-caché plutôt que protégé par un haillon rapiécé. Certains portaient un pagne étroit qui ne leur couvrait que le bas-ventre et tous n'avaient pour vêtements que des lambeaux entre lesquels rien d'eux ne restait ignoré. Leur front était marqué de lettres, leurs cheveux rasés d'un côté, leurs pieds pris dans des anneaux.
Ils avaient le teint terreux, les paupières brûlées par l'ardeur ténébreuse d'une épaisse fumée, au point qu'ils y voyaient à peine. Et tels des pugilistes qui se saupoudrent pour combattre, sur leur corps était répandue la blancheur sordide d'une cendre de farine. Alors, il s'agit d'un texte riche, sur lequel je vais revenir, mais à ce stade de ma présentation, j'insisterai sur l'allusion aux anneaux au pied des mitrons. Il est bien question d'une surveillance par privation de la liberté de mouvement qui empêche de fuir un cadre de travail qu'a priori tout le monde souhaiterait quitter. Alors, je reviendrai sur d'autres aspects du texte, mais avant cela, je voudrais envisager un second cas de figure. Je voudrais envisager la situation d'esclaves travaillant dans des conditions moins dures, mais encore sous l'autorité directe du maître. Beaucoup d'esclaves n'appartenaient pas à des propriétaires fonciers, aristocrates ou notables, qui vivaient de leur rente et de leur domaine. La propriété d'esclaves, en effet, était très courante aux échelons intermédiaires de la hiérarchie sociale. Les esclaves étaient alors la propriété de petits ou moyens paysans, de gens de métier des villes aussi, qui vivaient de leur travail. Et ces esclaves, dans ce cas, travaillaient souvent avec leur maître et sous sa surveillance directe. Alors, pour ne pas perdre de temps, je rappellerai juste, puisque je reconnais les visages présents vendredi, je rappellerai quelques documents que j'ai évoqués. Rappelez-vous ce contrat de location sur une tablette qui évoque le cas d'un gérant d'entrepôt qui fait travailler non seulement son esclave comptable ou intendant, dirions-nous, et puis des manutentionnaires de Rancerville chargés de mesurer avec lui une certaine quantité de blé d'Alexandrie. Alors, ces esclaves, travaillant avec le maître, obéissaient à ses ordres ou à ceux d'un de ses représentants. Bon, donc, ils étaient sous le regard du maître ou de ses représentants. Vendredi, je vous ai présenté aussi rapidement ce relief funéraire qui provient de Cabrières d'Aigues. On n'est pas loin de la vallée de la Durance. Il s'agit d'un fragment d'un mausolée d'armateur fluvial. Il s'agit probablement d'un mausolée d'un hôte de la Durance. Et vous voyez que ce qui est représenté, c'est du transport de vin par le biais de tonneaux, mais au-dessus sont représentés des amphores de type gauloise 4. Donc c'est vraiment l'amphore du vin d'exportation gaulois, notamment au IIe siècle. Vous pouvez remarquer que certaines amphores sont paillées pour être transportées avec moins de risque de casse. Ce que vous voyez, c'est un chaland fluvial avec un mât de halage, et puis il faut imaginer il faut imaginer 3 à l'heure, 2 qui sont conservés, et puis le 3e qui était au bout de cette corde. Donc le travail de ces esclaves était non qualifié ou très peu qualifié. Il s'agit d'esclaves de peine. Bon, mais si l'on réfléchit très concrètement à la surveillance de ces esclaves, sous les ordres du pilote, qui est peut-être leur maître ou un représentant du maître, il faut se demander, mais qu'est-ce qui empêchait l'esclave de lâcher la corde de halage et de prendre la poudre d'escampette? Peut-être que certains l'ont fait, pas toujours, et il faut essayer de comprendre pourquoi certains continuaient à aller en obéissant aux ordres du maître, sans doute le plus souvent. Ces remarques visent à vous faire comprendre que la surveillance peut être légère. Disons qu'une surveillance bien réelle peut être exercée tout en étant beaucoup plus légère que celle sous le régime duquel étaient les esclaves enchaînés. Et puis, il faut envisager une troisième catégorie d'esclaves, les esclaves de confiance, qui apparemment
ne subissent pas de véritable surveillance, ou en tout cas on peut se demander si la condition d'esclave de confiance est liée à une absence de surveillance. Là encore, j'ai évoqué ces esclaves vendredi, ces esclaves privilégiés qui tenaient le rôle d'agents du maître, de représentants du maître, le cas échéant dans un cadre juridique précis qui était celui de la préposition. Nous avons vu que les missions confiées étaient diverses, mais que leur point commun était d'être accomplies sous une surveillance légère du maître, voire en l'absence du maître. Bon, alors, certains de ces esclaves étaient des esclaves surveillants. Donc là, se pose le problème de la surveillance des surveillants, si vous voulez. Hein, on l'a bien vu lorsqu'on a parlé des esclaves qui escortaient les cargaisons. Et puis, d'autres esclaves ont été qualifiés, notamment par certaines historiographies italiennes, de managers ou de businessmen, par cette fois-ci l'historiographie anglo-saxonne. Ces managers sont des préposés. Ils ont reçu une ou des missions précises définies par un document écrit, la loi de préposition, qui définissait les conditions dans lesquelles l'esclave était autorisé à contracter avec des tiers. Dans le cadre des opérations prévues, l'esclave engageait la responsabilité financière du maître et juridique du maître dans sa totalité. Alors, les maîtres ont eu recours à ce système pour préposer des esclaves comme gérants de commerce et d'ateliers, bon, comme manieurs d'argent aussi, comme petits banquiers ou comme exploitants de navires de commerce. Les préposés reversaient le chiffre d'affaires à leur maître qui les entretenait. Donc on est dans un système de gérance salariée, comme on dit actuellement, hein, la gérance libre et la gérance salariée. Et on dit souvent que les salariés étaient peu nombreux dans l'Antiquité, hein, mais ce qui est vrai, les salariés libres étaient peu nombreux, mais finalement, hein, le sort réservé aux esclaves préposés était assez proche de celui de salariés. Hein, bon, même si je ne développe pas. En tout cas, les maîtres laissaient une part d'autonomie et d'initiative plus ou moins grande à leurs préposés. Et il semble que certains maîtres aient été assez négligents dans la surveillance pour se trouver ruinés. Donc, je présente ici un texte juridique de Gaius, conservé dans la compilation d'époque justinienne qu'on appelle le Digeste, donc qui regroupe des fragments du droit romain classique des 2e et 3e siècles en particulier. Voilà ce que dit Gaius. Il semble qu'une personne affranchisse au détriment du créancier s'il n'est pas solvable au moment de l'affranchissement ou s'il devenait insolvable une fois la liberté donnée. Souvent, les hommes espèrent de leur richesse qu'elle soit plus grande que ce qu'il en est. Cela arrive fréquemment à ceux qui font des affaires par le biais de leurs esclaves et de leurs affranchis, outre-mer et dans d'autres régions où ils ne résident pas eux-mêmes. Souvent, ils ignorent que ces affaires ont périclité pendant longtemps et concèdent la liberté à leurs esclaves sans intention frauduleuse. Bon. Donc, nous avons affaire ici à des gens qui ne connaissent pas l'état en fait, des ateliers au commerce gérés par leurs esclaves, ce qui suppose que la surveillance comptable est faible. Pour me résumer, je dirais qu'un très large spectre de conditions serviles est observable au regard de la surveillance dont les esclaves font l'objet. Alors maintenant, je voudrais passer à un second point qui consiste à envisager les différentes modalités de la surveillance des esclaves. Bon, et sans originalité, on pourrait intituler cette partie « Surveiller et punir ». Il faut s'interroger d'abord sur l'objet de la surveillance. Qu'est-ce que les maîtres essayaient de surveiller? Tout d'abord, les maîtres essayaient de lutter contre le soulèvement, la rébellion ou la fuite de leurs esclaves. On voit que chez les maîtres romains, notamment les aristocrates, dans leur esprit, il y a une peur et notamment une hantise du meurtre.
Quelques maîtres ont été assassinés par leurs propres esclaves et cela fait grand bruit. On lit ça dans la correspondance de Pline le Jeune en particulier. Alors, dans le cas relaté par Pline le Jeune, celui de Lartius Macedo, le meurtre est mis sur le compte d'une cruauté inutile du maître. Donc en gros, ce maître l'a bien cherché d'une certaine manière, mais la crainte est là. Et donc, il faut bien choisir à quel esclave se fier et assurer à certains esclaves, ceux avec qui on est vraiment en contact, un traitement qui tienne lieu de prévention de l'agression, voire du meurtre. Alors, et puis, revenons aux esclaves les plus durement traités. Ces esclaves sont enchaînés pour empêcher leur fuite, mais ils sont aussi enchaînés pour des raisons de sécurité. Il faut aussi les maintenir au travail le plus possible, leur accorder le moins de jours chômés, pour des raisons de productivité, mais pas seulement. Il y a une volonté d'exténuer ces esclaves de peine par le travail pour qu'ils n'aient pas les moyens de se révolter. Alors, il faut surveiller les esclaves pour qu'ils ne se révoltent pas. Il faut surveiller les esclaves pour qu'ils exécutent bien leur travail. Il faut veiller non seulement à l'accomplissement du travail, mais aussi à sa qualité. Alors, on peut observer ce souci à travers un document épigraphique, à travers 2 tables de bronze dont je vous montre seulement un exemplaire. Il s'agit des tables dites de Vipasca. Elles proviennent du sud du Portugal actuel et en fait d'un secteur minier qui appartenait à l'État romain, mais que l'État romain concédait à des particuliers. Bon, et les 2 tables de bronze donnent le règlement que le concessionnaire doit faire appliquer. Ainsi, pour des raisons de sécurité, les mineurs devaient respecter l'interdiction de rechercher du minerai à plus de 15 pieds de part et d'autre de la galerie. Et donc, si ce règlement n'était pas suivi, le coupable était fouetté s'il s'agissait d'un esclave, renvoyé après confiscation de ses biens s'il s'agissait d'un homme libre. Et les mêmes sanctions s'abattaient sur qui avait endommagé un puits parce que, en gros, il n'avait pas creusé au bon endroit. Donc, il faut surveiller les esclaves pour qu'ils travaillent et qu'ils travaillent bien. Il faut aussi surveiller les esclaves pour ne pas être volés. Et donc, ce qui transparaît ici, c'est une peur de l'atteinte au patrimoine. Par qui risque-t-on d'être volé? Par les domestiques qui ont accès à l'intimité du maître, mais aussi par les préposés qui représentent le maître et engagent son patrimoine. Et alors, on voit la peur du vol aussi à travers des préjugés ethniques sur les esclaves. À l'époque impériale, les esclaves cariens, par exemple, sont réputés peu enclins au vol. Bon, paraît-il. En tout cas, l'honnêteté de certains serviteurs est louée par les épitaphes, ce qui permet de repérer en creux cette crainte du vol. Un tel ciseleur de vase, par exemple, est loué par son ancien maître parce qu'il a manié beaucoup d'or et d'argent sans céder à aucune tentation. Donc surveiller l'esclave, c'est veiller à ce qu'il ne vous donne pas un coup de couteau, qu'il ne prenne pas la fuite, qu'il travaille bien, qu'il vous ne vole pas. Alors comment remplir ces objectifs? Quels sont les moyens du maître? Le principe important est le suivant: la surveillance des esclaves incombe d'abord à leur maître. Il s'agit d'une affaire d'abord privée. Le maître doit prendre lui-même les mesures visant à imposer aux esclaves le comportement attendu d'eux. Alors, le maître doit d'abord repérer et traquer les esclaves en faute. Quand des responsabilités ont été confiées à des esclaves, responsabilité de trésorier ou d'intendant par exemple, il est recommandé de mettre son nez dans les comptes. Les maîtres propriétaires fonciers ne séjournaient pas en permanence sur leur domaine. Ils doivent venir inspecter les lieux sans prévenir, nous disent les agronomes. En cas de fuite,
eh bien, il fallait retrouver l'esclave. Et là, c'est au maître lui-même de prendre les mesures qui s'imposent. Le maître peut se faire aider, il peut, par exemple, avoir recours à des professionnels qui portaient le nom de fugitivarii. Il s'agissait là de véritables chasseurs de primes qui parcouraient parfois des régions distantes les unes des autres au sein de l'Empire pour retrouver des esclaves en fuite. Et puis, quand un fugitif était retrouvé, eh bien, il fallait éviter la récidive, d'où ces colliers d'esclaves qui étaient parfois scellés au cou des serviteurs. Et ces colliers devaient rendre plus difficile une nouvelle fuite, alors que l'on était dans un monde où rien ne distinguait physiquement les esclaves des hommes libres. Bon, alors il fallait donc repérer, traquer les esclaves en faute, voire en fuite. Il fallait les punir, pour l'exemple notamment. Et là, on voit bien que le châtiment corporel est indissociable de la condition d'esclave. Les coups de fouet sont indissociables de la condition servile. Être esclave, c'est prendre des coups. Le maître est le seul juge des peines infligées. Je vous rappelle l'allusion d'Apulée au dos zébré des esclaves de la boulangerie des Métamorphoses. Il faut punir, menacer de punir. Il faut aussi organiser la surveillance des esclaves par eux-mêmes. Alors, si l'on revient au cas des préposés, Ulpien nous dit dans un fragment qu'il est courant que des maîtres préposent plusieurs esclaves à la même tâche, dans le cadre de la gestion d'une boutique ou d'un navire de commerce. Alors, quelle est la stratégie ici ? Eh bien, cette stratégie est fondée sur un pari, sur le pari que tous les esclaves ne seront pas malhonnêtes au même moment et que certains ne passeront pas le pas et qu'ils se surveilleront mutuellement. Mais le plus souvent, la surveillance des esclaves par les esclaves passe par une hiérarchisation de la domesticité. Dans les villas, par exemple, l'autorité s'exerce par le biais d'un villicus, d'un intendant, qui est un esclave privilégié et un homme de confiance. Bon. Donc voilà comment les maîtres s'assurent individuellement de la surveillance des esclaves. Collectivement, ce que l'on peut remarquer, c'est la solidarité des maîtres. Quand un esclave fuit, les avis de recherche sont destinés aux autres maîtres qui, dans l'intérêt de tous, doivent aider à la capture du fugitif. On voit aussi les aristocrates s'aider, s'appuyer sur leur réseau d'amis en envoyant des lettres qui annoncent la fuite d'un esclave. Par ailleurs, un esclave qui avait commis une faute était châtié. Or, le châtiment, j'y reviendrai, prenait la forme le plus souvent d'une mise sous surveillance plus dure et plus étroite. Ce châtiment se faisait parfois sans changement de propriété. L'esclave était alors affecté à une autre tâche par son maître, à une tâche particulière. Dans d'autres cas, l'esclave était revendu. Et dans ce cas, le maître avait l'obligation d'informer l'acquéreur des défauts de l'esclave, en particulier de ses antécédents de fugitifs. Alors, ces esclaves pouvaient être placés dans un ergastule appartenant au maître ou à un tiers. Là, il y a un petit passage de Juvénal, des satires de Juvénal, début du IIe siècle. « Que ferais-tu, Ponticus, si le hasard t'avait donné un esclave pareil ? Tu l'enverrais, je pense, en Lucanie, ou aux ergastules de Toscane. » Bon. Donc la punition d'un esclave, ça peut être sa revente à un propriétaire foncier, ou sa location à un propriétaire foncier notamment, ou le placement dans un ergastule d'une propriété du maître initial. De même, le placement dans les boulangeries est décrit, dans une boulangerie, est décrit comme une peine infligée à certains esclaves. Il y a un bel exemple qui est celui du pape Caliste, ou plutôt du futur pape Caliste, qui à l'époque de Commode était un petit banquier,
préposé par son maître. Et puis Caliste fait de mauvaises affaires, il fait faillite. Il essaye de fuir, comment en s'embarquant sur un navire à Ostie, mais au dernier moment, il est rattrapé et son maître le place alors dans une boulangerie. Or, si l'on revient à la description d'Apulée, je vous rappelle les tatouages sur le front qui sont décrits, les cheveux à demi rasés. Il s'agit là de marqueurs corporels visant à identifier des fugitifs qui ont été repris et en fait placés chez le boulanger, probablement loués chez le boulanger. Et donc on voit bien que l'ergastule ou la boulangerie sont construits comme le cadre d'une détention privée, organisée par les maîtres eux-mêmes, si vous voulez. Bon. Alors, au-delà de cette solidarité privée, on voit que les autorités publiques, elles aussi, sont impliquées dans la surveillance. L'État romain participe à la surveillance des esclaves en défendant les intérêts des citoyens romains. Ainsi, les gouverneurs de province sont avertis des fuites d'esclaves et ils procèdent à des affichages. C'est la même chose dans le cadre des cités. Il y a un passage du Satyricon où un crieur public, un agent municipal, annonce la fuite d'un esclave le plus vite possible parce que le temps en fait, joue contre les maîtres. Il ne faut pas que l'esclave ait le temps de fuir la cité. L'État romain s'est investi aussi dans la surveillance des esclaves en réprimant les grandes révoltes serviles de la fin du IIe siècle en Sicile et puis la fameuse révolte de Spartacus dont je n'ai pas le temps de parler entre 73 et 71. L'État romain a aussi lutté contre le brigandage, ce qui revenait en fait à lutter contre ce qu'à l'époque moderne on appelait le marronnage. Un esclave qui fuit a le choix entre deux stratégies. Se fondre dans la population d'une ville, d'une grande ville, et donc là c'est une stratégie individuelle. Deuxième stratégie, eh bien, fuir à la campagne dans une espèce reculée, et là on voit bien que un des moyens de subsistance pour des bandes d'esclaves, des bandes de fugitifs, c'est le brigandage. Bon. Je n'ai pas le temps de développer, mais l'État romain donc, s'impliquait dans cette défense des intérêts des maîtres. Bon. Alors, le panorama que je viens de dresser ne serait pas complet ou serait encore moins complet que ce qu'il devrait être si je n'aborde pas dans un troisième point la relation entre des formes de surveillance et des formes de contrôle social. Je vais m'expliquer sur la nature de cette distinction. La surveillance étroite du travail servile était souvent perçue comme indispensable, mais elle requérait beaucoup d'efforts, sans résultat assuré. Et donc l'un des soucis des maîtres était d'arriver à se passer de surveillance ou de surveillance étroite quand c'était possible. Donc on cherchait à obtenir des esclaves l'obéissance, l'accomplissement du travail, en exerçant un contrôle à la fois léger et efficace. Les moyens mis en œuvre à cette occasion ne procédaient pas d'une surveillance au sens strict, d'observation de l'esclave, mais les objectifs étaient les mêmes, contrôler les comportements. Et puis, ces moyens répondaient à l'impossibilité de surveiller certaines activités. Alors, dans le domaine agricole, on peut parler des bergers, par exemple. Les bergers vont faire paître les troupeaux, parfois dans le cadre d'une transhumance estivale. En Italie, c'est attesté. Les bergers doivent aussi accompagner seuls les bêtes sur les marchés. Comment les surveiller ? Eh bien, une des solutions proposées par les agronomes, c'est d'autoriser ces bergers à avoir une femme et des enfants. On peut les laisser partir au loin, ils reviendront pour rester, ne pas rompre le contact avec leurs femmes et leurs enfants. Et c'est un moyen donc de prévention de la fuite. De manière plus générale, les maîtres romains accordaient des faveurs à certains esclaves. Les concessions accordées épousaient en partie la hiérarchie servile. En tout cas, ce sont des faveurs qui ne reviennent jamais aux esclaves de peine. Alors, de quelle faveur s'agit-il ? Former une famille de fait, hein, puisque en droit, un esclave n'a jamais de femme, il ne peut pas se marier, il n'a jamais d'enfant, il n'a pas le droit à la filiation.
Cependant, on a des épitaphes, on conserve des épitaphes dédiées par des esclaves à leurs enfants. Et donc on voit que des couples informels se forment et des familles informelles se forment avec l'autorisation des maîtres. Alors, des esclaves, une assez grande proportion d'esclaves aussi, pouvaient jouir d'un pécule. Et autoriser un esclave à avoir un pécule, c'est aussi une faveur. Le plus souvent, le pécule, c'était de l'argent de poche laissé à l'esclave, ce qui lui laissait une certaine autonomie dans sa vie quotidienne. Je ne développe pas. Accorder une faveur à un esclave, ça pouvait être aussi l'autoriser à faire partie d'une association religieuse. Donc là, vous avez une inscription célèbre qui vient de l'Annuvium dans le Latium et qui est le règlement des cultores, des fidèles de Diane et d'Antinoos. Je ne développe pas, c'est une inscription des années 130. Il y a un certain nombre de clauses qui constituent ce règlement et certaines clauses concernent les esclaves. Des esclaves qui, par exemple, auraient été privés de sépulture par leur maître. Dans ce cas-là, les fidèles organisent des funérailles fictives, pour aller vite, dans des circonstances plus heureuses. Quand un esclave était affranchi, il devait payer un pot à l'ensemble des fidèles. On sait par les textes juridiques que l'appartenance à une association était possible avec l'autorisation du maître. Au-delà des faveurs, les maîtres pouvaient promettre l'affranchissement à leurs esclaves comme une suprême faveur, mais il s'agissait d'une promesse d'affranchissement pour plus tard. Alors bien sûr, les maîtres agissaient moins par bienveillance que par souci de se doter de moyens de pression, car toutes ces faveurs étaient concédées à titre extrêmement précaire. Ils avaient toute liberté pour revenir sur chacune de leurs faveurs ou de leurs promesses. Et la menace de la revente, par exemple, était d'autant plus terrible qu'elle était associée à la menace d'être définitivement coupé de sa famille, de sa compagne et de ses enfants. Plus généralement, la faute de l'esclave dans l'accomplissement de son travail était punie par le biais d'une déchéance dans la hiérarchie de la population servile. On perd ses faveurs et on est placé dans une situation matérielle plus dure. Alors certes, la peine maximale était la mort, mais juste avant venait le sort d'esclaves enchaînés. Et pour le maître, la peine de mort, c'est une perte sèche sur le patrimoine. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne solution. Ce que l'on voit bien, c'est que la surveillance carcérale des esclaves de peine tenait un rôle qui dépassait largement le sort de ces malheureux. Cette surveillance contribuait au contrôle de l'ensemble de la population servile. Pourquoi ? Parce que cette condition faisait peser une menace sur les moins défavorisés. Et donc il faut apporter une nuance ici à l'idée d'extrême variabilité de la condition d'esclave. Oui, les conditions d'esclave sont très diverses, mais il y a aussi quelque chose de profondément homogène dans le statut servile. Être esclave, c'est une porte ouverte, mais allons-y. Être esclave, c'est être la propriété d'un autre, donc à sa merci, sous la surveillance du maître ou sous son contrôle, que le soit un esclave de peine ou un esclave favorisé. Je vous remercie de votre attention.